sur Gabon 24, nouveau numéro de votre magazine L'économie écho de l'écho. Alors la circulation de la monnaie dans l'économie est déterminée par des principales opérations économiques, c'est-à-dire la production, la consommation et l'épargne. Les comportements de dépenses et de placement financier des acteurs économiques se répercutent sur l'intensité de l'utilisation de la masse monétaire, sa vitesse de circulation. Mais l'on ne peut pas parler de masse monétaire sans souligner la création monétaire qui est le processus de mise en circulation de celle-ci dans une économie. C'est bien compliqué tout ça, mais ne vous en faites pas, notre invité va nous en dire plus tout à l'heure. Mais avant ça, dites-nous, qu'est-ce que la masse monétaire ? Alors, lorsqu'on parle de la masse monétaire, je vois une mesure de la quantité dans un pays et l'agrégat que l'on peut qui peut être suffisant pour faire un achat en fonction de ce que l'on a. Automatiquement, je n'ai pas de définition concrète de la masse monétaire et je ne saurais répondre à cette question. La masse monétaire est le mot qui fait l'écho. Allons-y découvrir. En économie, on parle de la masse monétaire pour définir la quantité de monnaie qui est en circulation dans un pays ou une zone économique. Il s'agit de l'ensemble des valeurs susceptibles d'être converties en liquidité ainsi que l'agrégat de la monnaie fiduciaire, c'est-à-dire billets et pièces, des dépôts bancaires et des titres de créance négociables, tous susceptibles d'être immédiatement utilisables comme moyen de paiement. Les enjeux sont ce que l'on peut gagner ou ce que l'on peut perdre en conséquence d'un événement. La création monétaire est le processus de mise en circulation de la monnaie. Elle est suivie par les banques centrales et publiée, offrant aux acteurs économiques une précieuse indication sur la possible évolution des prix selon la théorie quantitative de la monnaie. Alors, Christian Diengue-Peigné, déjà bienvenue sur notre plateau. Dites-nous, vous qui êtes économiste, expert des questions en rapport avec les banques, qu'est-ce que la monnaie de façon générale et quel rôle jouent les banques dans l'économie? Bon, merci encore, Madame Okom, de me recevoir sur votre plateau. On va essayer de faire simple. Bon, déjà, la monnaie, il faut dire que sa définition n'est pas facile, n'est pas aisée, ou du moins il y a plusieurs assertions sur ce que c'est que la monnaie. Tantôt, certains courants d'économistes définissent la monnaie en général sur ses fonctions, c'est-à-dire la monnaie, c'est l'unité de compte, puisque c'est ce référentiel qui permet de donner une valeur à un bien. C'est un intermédiaire de change qui facilite les échanges entre deux agents économiques. Et c'est aussi ce qu'on appelle une réserve de valeur. Pourquoi? C'est-à-dire la monnaie permet de donner une valeur future à un bien. Mais de façon générale, on admet que la monnaie, c'est l'ensemble des actifs qui sont utilisés comme moyen de paiement pour pouvoir régler une transaction, pour pouvoir régler une dette. De façon globale, on peut retenir ceci comme étant une définition de la monnaie. Maintenant, pour les banques, quel rôle elles jouent dans l'économie? D'abord, les banques ont pour, à mon avis, principale fonction d'être un intermédiaire entre les différents agents économiques. La banque collecte, reçoit les dépôts, elle collecte l'épargne, la banque accorde des crédits et la banque met à disposition des moyens de paiement. La banque joue donc un rôle essentiel dans le financement de l'économie. Pourquoi? Parce que tout simplement, à travers l'offre de crédit long qu'elle fait sur la base de ressources courtes, elle permet, n'est-ce pas, aux agents économiques, que ce soit des particuliers, que ce soit des entreprises ou les États, de pouvoir financer leurs besoins. C'est donc en réponse aux besoins de financement des agents économiques que la banque tient un de ses rôles fondamentaux. Très bien, vous nous l'avez donc souligné, des économistes s'opposent sur la nature et le rôle de la monnaie avec un clivage fondamental entre la monnaie considérée comme une marchandise ou comme une dette. Qu'est-ce que vous en pensez déjà
sur cette opposition? Qui a raison entre les deux idées? Là, je ne sais pas où il faudrait que je me positionne. Est-ce que la monnaie, comme on le dit, c'est d'abord une affaire de confiance. La monnaie tient sa valeur en la confiance que lui confèrent les habitants d'une zone. Donc, lorsque vous dites c'est comme un objet, on peut dire oui, pourquoi? Mais là, c'est dans ce cas où on considère la monnaie matérielle, la monnaie objet, c'est-à-dire la monnaie fiduciaire, les pièces, les billets de banque qui sont en circulation. Donc, en ce moment-là, oui, c'est cet objet qui permet de faciliter une transaction. Maintenant, lorsqu'on parle du côté dette, je pense, on reviendra peut-être, j'espère, un peu plus loin, c'est peut-être plus en rapport avec le phénomène de création monétaire. Donc, c'est peut-être à ce niveau que je pourrais situer ces deux assertions. Alors, vous avez parlé de la création monétaire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer brièvement justement le processus de cette création-là, notamment via le crédit bancaire? Ok. Pour la création monétaire, effectivement, comme vous le dites, il y a plusieurs processus de création monétaire. Mais vous, ici, nous mettons l'accent sur votre question sur la création monétaire via le crédit. Le crédit. Je vais essayer d'illustrer un peu plus simple pour nos téléspectateurs. On va considérer une économie simple où nous avons une banque, notamment commerciale, parce qu'en grande partie, ce sont les banques commerciales qui font des crédits. Nous avons un particulier, nous avons une banque centrale. Donc, le particulier a un compte à la banque commerciale. La banque commerciale a un compte à la banque centrale. Donc, on va dénommer ce particulier Y. Donc, le particulier Y a un besoin de financement, soit immobilier, soit un besoin d'investissement. Alors, il va solliciter un prêt au niveau de sa banque commerciale, disons 1 million de francs CFA. La banque commerciale, nous passons toutes les procédures de vérification, donc on fait l'hypothèse qu'elle accorde ce crédit. La banque commerciale, par un simple jeu d'écriture, et c'est là on parle de monnaie scripturale, donc oui. Par un simple jeu d'écriture, la banque va créditer le compte de notre particulier Y. Donc c'est ce simple jeu d'écriture-là, après l'accord du crédit, qui constitue la création monétaire via donc, le crédit. Très bien. Si on peut expliquer plus ou moins simplement. Et l'expression « les crédits font les dépôts », est-elle justifiée? Déjà, ça veut dire quoi? Oui, elle se justifie. Encore que pour qu'on la comprenne mieux, je crois qu'il faut aussi revenir sur un vieux débat aussi qu'il y avait jusqu'au courant des années 70 à peu près, où on considérait plutôt à l'époque que c'était les dépôts qui faisaient les crédits. Mais pourquoi cette assertion à l'époque? C'est parce que les banques essentiellement ne faisaient des crédits que sur la base des dépôts déjà qu'elles détenaient. Essentiellement. Mais très vite, ça a trouvé des limites puisque dans l'évolution des choses, on a vu que pour que la banque crée la monnaie, elle n'était pas nécessairement obligée d'accorder les crédits sur la base des dépôts dont elle disposait. Puisque, comme je vous l'ai dit, la banque commerciale a un compte au niveau de la banque centrale, elle a un niveau de réserve qui lui sont imposés par la banque centrale, elle peut se refinancer auprès de la banque centrale lorsqu'elle en a besoin. Donc, la banque n'est plus obligée de simplement accorder les crédits sur la base des dépôts qu'elle avait. Et donc, par rapport au mécanisme que j'ai décrit tantôt tout à l'heure de la création monétaire, on voit que c'est lorsque la banque a crédité le compte du particulier, comme ça peut être une entreprise, comme ça peut être un État, c'est lorsqu'elle a crédité ce compte-là qu'elle a créé de la monnaie. Et donc, on dit plutôt que c'est le crédit qui a été fait là, qui crée donc le dépôt. D'où cette nouvelle assertion et dont je suis tout à fait d'accord avec. Alors, revenons sur la masse monétaire. Alors, est-il utile de quantifier la masse monétaire et comment peut-elle être mesurée? Oui, il est utile. Tout à l'heure, vous avez dit la masse monétaire, c'est l'ensemble des moyens de paiement qui sont en circulation. Il est important. Pourquoi? Parce que pour notamment le régulateur dans ce domaine qui est la Banque centrale, il est important de suivre cet indicateur parce qu'il fournit, n'est-ce pas, des informations qui vont permettre de réajuster
sa politique monétaire. Et donc, comment elle a apprécié, donc, à travers ces différents actifs qui la composent, on va les catégoriser en fonction de leur niveau de liquidité. Et donc, on va parler donc en ce moment-là des agrégats monétaires. Donc, agrégats, c'est-à-dire? C'est un regroupement de monnaies suivant leur degré de liquidité. Et donc, on va les catégoriser. Et donc, la masse monétaire donc, va être appréciée à travers différents agrégats. Vous allez avoir le premier acronyme qu'on appelle le M1. Donc, M1, la masse monétaire 1. Là-dedans, vous allez mettre les pièces d'argent, vous allez mettre les billets et vous allez mettre les dépôts à vue. Là, vous avez le premier agrégat monétaire. Ensuite, vous allez avoir un deuxième agrégat qui est le M2. Dans le M2, vous allez déjà reprendre le M1, donc c'est-à-dire là où il y avait les pièces, les billets, les dépôts à vue. Vous allez y ajouter à ce niveau des dépôts à terme inférieurs ou égaux à 2 ans. Et aussi des dépôts qui sont prévus pour être remboursés dans un délai inférieur à 3 mois. Donc là, vous avez le M2. Ensuite, vous allez avoir un autre agrégat, M3, donc qui va intégrer les deux premiers, c'est-à-dire le M1 et le M2, mais auquel vous allez maintenant ajouter des titres qui sont négociables sur des marchés monétaires. Et là, vous allez avoir, par exemple, dedans des billets de trésorerie, voilà, qui sont négociables. Donc, ce sont ces différents agrégats-là qui constituent la masse monétaire et la Banque centrale va donc suivre l'évolution de ces différents éléments qui vont lui permettre, n'est-ce pas, d'ajuster ses politiques. Vous faites bien de nous parler de la Banque centrale parce qu'on sait qu'elle joue un rôle important dans justement tout ce qui concerne la politique monétaire. Alors, par quel mécanisme cette Banque centrale peut-elle influencer le niveau de la masse monétaire? Bon, là, elle peut influencer au niveau de la masse monétaire à plusieurs niveaux. Donc, tantôt, si vous vous souvenez, lorsque je disais que sur le phénomène de création monétaire, on avait la création monétaire via le crédit, mais on peut aussi avoir la création monétaire via le refinancement, par exemple, des déficits publics. C'est-à-dire un État est en déficit, il a besoin de renflouer ses caisses. La Banque centrale peut racheter des titres de dette. Donc, par ce mécanisme-là, elle crée aussi de la monnaie. Mais restons sur le processus de création via le crédit. La Banque centrale, donc, dispose des différents éléments sur lesquels elle peut influencer la politique monétaire, notamment les différents taux directeurs qui sont à sa disposition. Donc, dans le cas, par exemple, de notre zone, nous avons le taux de refinancement auprès de la Banque centrale. Donc, c'est sur la base de ces taux que les banques commerciales vont aller se refinancer au niveau de la Banque centrale. Et donc, la Banque centrale va jouer soit en augmentant ou en baissant ce taux, elle va jouer sur les taux aussi auxquels les banques commerciales pourront prêter. Elle va jouer également sur l'offre et la demande de crédit des agents économiques. Et par ricochet, cela va donc influencer le niveau de l'activité et le niveau des prix. Donc, voici un peu les mécanismes par lesquels la Banque centrale va ou peut influencer le niveau de la masse monétaire. Alors, on crée de la monnaie, on la détruit également. En quoi consiste la destruction de la monnaie? Pour faire tout simple, on parle de destruction monétaire. Tout à l'heure, on a pris l'image du particulier qui avait sollicité un crédit. Il y a eu création monétaire, on a dit par le simple jeu d'écriture. Mais lorsque le but à la fin, c'est que ce particulier, à terme, rembourse le crédit qu'il a emprunté. Mais lorsqu'il a remboursé le crédit qu'il a emprunté, on parle de destruction monétaire. Et donc, ce sont ces éléments-là aussi où, pour apprécier donc le niveau de la masse monétaire ou aussi le niveau de financement de la participation des banques au financement de l'économie, on va donc jouer aussi sur ça, c'est-à-dire on va apprécier à quel moment est-ce que le niveau de destruction monétaire, donc c'est-à-dire remboursement des crédits, est-il supérieur ou égal au niveau des crédits accordés. Et donc, parce que si on a des niveaux de destruction plus importants que le niveau de crédit, donc on va dire que cette économie offre moins de crédits.
Et à l'inverse, on dira les banques offrent plus de crédit. Donc, vous voyez, ça fait partie donc, de ces éléments que la Banque centrale va surveiller. Donc, finalement, dites-nous dans quelles conditions la masse monétaire, elle augmente et dans laquelle elle diminue Mais donc, justement, la masse monétaire donc, va augmenter donc, suivant les différents agrégats que nous avons tout à l'heure identifiés. On va les regarder. Un, déjà, la Banque centrale elle-même, elle y participe parce que, notamment sur la partie fabrication des pièces et des billets de monnaie, ça reste la prérogative exclusive de la Banque centrale. C'est la Banque centrale qui produit les billets et les pièces de banque. Donc, sur la base de certains indicateurs, elle va décider de produire des billets qu'elle met en circulation. Donc, déjà, par ce mécanisme-là, lorsqu'elle le fait, la masse monétaire va augmenter. Mais la masse monétaire peut aussi diminuer en fonction de la conjoncture économique. Si la Banque centrale décide, par exemple, d'augmenter le taux, ces taux directeurs, ça veut dire quoi? Ça veut dire que donc, les banques commerciales, pour aller se refinancer, ça va coûter plus cher. Par ricochet, donc elles vont augmenter leur taux de crédit et par ricochet, ça va donc faire baisser la demande ou du moins l'offre de crédit. Donc la masse monétaire donc, va jouer en fonction de ces différents éléments qui composent les règles sur lesquels on va jouer. Donc en fonction que les taux directeurs des banques centrales vont diminuer, ça va favoriser donc ce processus d'offre de crédit et donc de création monétaire via le crédit. Lorsqu'elle va aussi décider d'augmenter la fabrication des pièces ou des billets, ça va augmenter et inversement, ça diminuera. Donc, ça va être fonction de la conjoncture et des décisions de la Banque centrale qui impactent de manière directe ou indirecte l'action des banques commerciales. Et comment cela est ressenti par les populations? Comment elles vivent ça? C'est quoi les conséquences? Les populations, simplement, déjà, vous pouvez l'apprécier déjà par le niveau des prix. Si le niveau des prix augmente, on peut supposer une augmentation de la masse monétaire. Trop d'argent en circulation, les prix auront tendance à augmenter. Donc, l'agent économique lambda peut le constater à ce niveau. L'agent économique peut aussi le constater au niveau aussi de la restriction des crédits. Si, à un moment donné, vous voyez qu'il y a plus de demandes de crédit, mais moins d'accords de crédit venant des banques commerciales, là aussi, ça se ressent. Très bien. On a pu voir récemment qu'au Gabon, on a enregistré une hausse de la masse monétaire. D'après les chiffres officiels, ce sont plus de 2429 milliards de francs CFA de masse monétaire qui ont circulé pour le seul premier trimestre 2021. Une bonne nouvelle. Pourquoi? Bon, comme j'ai dit, ça dépend de quel côté on se situe. Une bonne nouvelle, pourquoi? Tantôt je disais, si on considère qu'un des facteurs qui a augmenté cette masse monétaire, c'est la création monétaire via le crédit, en ce moment c'est une bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que ça suppose que les banques commerciales notamment ont accordé plus de crédit, donc ont contribué fortement au financement de l'économie. En ce moment, on peut dire que cette augmentation de la masse monétaire est une bonne nouvelle. D'accord. Et ça pourrait être une mauvaise nouvelle, pourquoi? Maintenant, ça peut être une mauvaise nouvelle si, par contre, c'est juste une augmentation mécanique de la masse monétaire, par exemple, par une injection de liquidité par la Banque centrale, comme par exemple actuellement avec le problème des conséquences de la Covid. À un moment donné, la Banque centrale a dû venir au secours des banques de première catégorie par une injection de liquidité. Mais si cette injection de liquidité, à la fin, n'est pas vraiment parvenue aux entreprises qui en ont besoin, oui, ça aura été une grosse masse monétaire qui a été là, mais qui n'a pas servi finalement. Donc, en ce moment-là, ce ne serait pas forcément une bonne nouvelle. Alors, dans tout ça, il y a également la vitesse de circulation de la monnaie. Elle dépend de quoi? Mais cette vitesse de circulation de la monnaie dépend de la dynamisme donc, de notre économie. Ça dépend du tissu économique. Si vous avez un tissu économique assez dynamique, donc où vous avez un dynamisme au niveau du secteur, par exemple, productif,
et que les échanges sont plus intenses, oui, la monnaie va plus facilement circuler d'un agent économique à un autre, aussi bien au niveau interne, mais aussi au niveau externe. Et là, on va pouvoir apprécier cette vitesse de la monnaie. Et dans tout ça, pourquoi qualifie-t-on certains avoirs scripturaux de quasi-monnaie? Bon, on parle de quasi-monnaie spécifiquement pour certains. Tout à l'heure, quand je vous donnais la décomposition des différents agrégats monétaires, vous avez vu qu'il y avait des titres, on disait, qui étaient négociés sur les marchés. Donc, et je vous avais dit qu'ils avaient été classés en fonction de leur degré de liquidité. Plus un actif est liquide, plus il est monétaire. Donc, maintenant, parmi ces actifs, il y a certains qui ne sont pas immédiatement convertibles, qui ne sont pas immédiatement liquides. Donc, c'est ceux-là qui vont être qualifiés de quasi-monnaie. En quelques mots, s'il fallait résumer la bonne politique monétaire, on dirait quoi? Une bonne politique monétaire, elle s'appuie sur quoi? Bon, ça c'est difficile à dire, bonne politique monétaire. Pourquoi je dis difficile à dire? Parce que ça va dépendre déjà d'abord des zones. Aujourd'hui, ce n'est pas pareil. Ça va dépendre aussi des objectifs qui sont assignés aux banques centrales. Donc, dans le cas de notre zone, et c'est un débat qui ne fait qu'enfler, et aujourd'hui, justement avec la réaction que la BEAC a eue lors des conséquences du Covid, on a vu qu'il commence à changer. Donc, tout va dépendre des objectifs. Initialement, un des objectifs principaux, c'était la stabilité des prix. Donc, dans le cas de notre zone, maintenir l'inflation à un taux inférieur ou égal à 3%. Mais on a vite fait de comprendre que la seule poursuite de ce objectif pour la politique monétaire ne suffisait pas. La Banque centrale doit aussi venir agir sur l'économie. Et là, on a vu, avec les conséquences de la Covid, je crois que c'était en avril 2020 dernier, où la BEAC, la Banque centrale, a dû injecter, je crois, plus de 500 millions de francs CFA. Donc, il est difficile de dire la bonne politique. On va dire simplement, pour moi, à mon avis, une politique monétaire peut être dite bonne si elle contribue au dynamisme de l'économie, si elle contribue à ce que les banques participent réellement au financement de l'économie. En ce moment, on pourra parler d'une bonne politique économique, d'une bonne politique monétaire. Avant de nous séparer, la question de l'internaute, elle nous revient de la Centrafrique. Elle est écrite par Ulrich. Il dit quels sont les risques d'une création monétaire faible. Si nous associons cette création monétaire via le crédit, ça voudrait dire très peu de crédit, donc très peu de création monétaire. Mais tout à l'heure, je vous ai dit, la conséquence est vite vue. S'il y a très peu de crédit, ça veut dire que les banques contribuent moins au financement de l'économie. Et donc, si elles financent moins l'économie, par conséquent, c'est moins de potentiel d'augmentation de notre croissance économique. Et par conséquent, je pense que pour moi, ce serait un des risques. Donc, ce que nous pouvons dire, c'est que les banques commerciales doivent jouer leur rôle de financement de l'économie, mais aussi avec à l'appui la Banque centrale qui doit voir ses taux directeurs pour pouvoir favoriser cela. Mais aussi, et là c'est important, on ne l'a peut-être pas dit, mais attention, ce processus de création monétaire dont nous parlons, il n'est pas illimité au niveau des banques. Ah non, il est aussi limité parce que ces banques, déjà au niveau de la Banque centrale, doivent avoir un certain niveau de réserve obligatoire. Ces banques, lorsqu'elles accordent des crédits dont nous parlons, doivent respecter aussi certaines normes prudentielles. Dans le cas de notre zone, c'est la COBAC qui veille à cela. Donc là aussi, elles, quand elles doivent accorder les crédits, ce n'est pas toujours aussi de gaieté de cœur qu'elles refusent parce qu'en fonction aussi des crédits, il y a plusieurs paramètres qu'elles apprécient. Elles ont ces exigences prudentielles-là qui leur disent aussi que lorsque vous accordez des crédits, vous devez détenir un certain pourcentage, n'est-ce pas? Vous devez provisionner un certain pourcentage de vos fonds pour pouvoir supporter les crédits que vous accordez. Donc, le processus de création monétaire, il n'est pas illimité, il est aussi limité. Je ne sais pas si ça peut compléter la compréhension de la question de votre téléspectateur. Merci beaucoup à vous, Christian Nzengue-Peigné. Nous rappelons que vous êtes économiste, expert des questions en rapport avec les banques. Voilà qui est dit. Retenez pour la fin que la monnaie circule
entre les agents économiques, un peu comme le sang circule entre les organes du corps humain. En allant à l'essentiel, on peut dire que la monnaie circule entre trois catégories d'agents. Les banques qui créent la monnaie, les entreprises qui l'empruntent et les ménages qui les dépensent ou l'épargnent. Alors restez sur Gabon 24 et surtout n'oubliez pas que le temps de la réflexion est une économie de temps. Au revoir.